Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Weekly Market Fundamental Analysis. Ici François Blave donc pour animer cette émission. Alors comme maintenant vous le savez, chaque mardi on se retrouve pour discuter donc de l'actualité fondamentale et tout ce qui peut amener le marché financier à bousculer, à être bousculé et à aller soit dans le sens haussier ou dans le sens baissier. Donc on voit à travers cette émission des détails géopolitiques, des détails macroéconomiques aussi. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve depuis janvier, donc ça fait maintenant 6 mois que j'anime cette émission avec joie et avec plaisir. Et je suis très content des retours que je vois et que j'entends aussi à travers les réseaux sociaux, et aussi je reçois des messages en inbox. Et je tenais à vous remercier sincèrement pour ce retour positif, parce que c'est grâce à vous que cette émission, ces émissions que j'anime, prennent bien sûr ont pris un envol, et puis elles commencent à s'imposer sur la sphère de tout ce qui est information financière en ligne du côté des différentes écoles de formation. Donc notre contenu est très succinct, est très important surtout pour celui qui débute en bourse. Ça lui permettra de savoir en fait quelles sont les informations qui sont typiquement intéressantes pour qu'il puisse bénéficier justement des marchés financiers, donc des opportunités que le marché financier offre. Okay? Alors moi, mon nom c'est François Ablé. Pour ceux qui viennent me découvrir, je suis trader actif. Je suis également le responsable de la structure éducative et informative qui est GSTA, Global Structured Academy, donc à travers son site officiel qui est gstaacademy.com. Voilà. Et puis aussi, je suis également le fondateur et le responsable du GTIF, donc Global Trading Investment Fund, donc qui est un propre trader qui va être installé bientôt à Ottawa. Voilà, donc c'est avec joie que je dirige ces deux compagnies, donc pour permettre aux traders particuliers de devenir rentables sur les marchés financiers. Au-delà de l'activité boursière sur les réseaux sociaux, j'ai aussi donc un contrat de consultant comme gestion de patrimoine. Voilà. Alors, merci donc de suivre cette émission. Je salue tous ceux qui aiment le GSTA et tous ceux qui nous suivent, notamment Cédric Diarra, Asifi Soufali, Sébastien Lebon et tout ça, Ange Abro, donc tous ces personnes-là qui me sont chères et qui m'aident bien sûr pour la rédaction de cette émission. Vous m'excuserez donc d'abord du son, parce que mon ordinateur que j'enregistre actuellement a eu un petit souci dans les jours précédents. Voilà, et puis aussi je suis entouré je suis à côté d'une zone de construction, donc souvent il y a des travaux aux alentours, donc je m'excuse pour la qualité du son. Et également aussi de mon côté, j'ai un peu chopé un rhume, je sais pas, un rhume d'été, on peut l'appeler comme ça. Donc changement brutal de saison, donc voilà. Merci, désolé encore pour tous ces aléas. Voilà, donc on va bientôt passer au vif du sujet. On va passer à l'avertissement lié au risque. Donc comme vous le savez, le trading, notamment cette activité que nous faisons sur les réseaux sociaux, que nous voyons, bien sûr, en aucun cas c'est pour vous inciter à acheter ou à vendre un quelconque actif. Ce n'est pas pour, disons, je ne fais pas de conseil d'investissement, même si j'en ai la licence, j'en ai le titre, mais je n'ai pas la licence pour pouvoir me mettre dans ce registre-là pour faire divulguer des conseils. C'est sûr que au travers de cette émission, nous donnons des scénarios, nous proposons des scénarios, et il est libre à chacun d'entre nous de pouvoir en bénéficier, de pouvoir en tirer profit comme bon lui semble. Mais en aucun cas, il est ici question de vous recommander d'acheter un tel actif ou de vendre un tel actif, d'accord? Chacun doit se faire sa propre idée. Et puis ne tombez pas dans le piège que certaines personnes vous tendent en vous disant que, en créant un amalgame dans votre esprit comme quoi le trading est similaire au poker ou bien au casino, d'accord? Il ne faut pas tomber dans ce genre de jeu là, vous comprenez? Parce que les grands gérants en bourse, les gros fonds d'investissement ne transigent pas sur les marchés financiers comme dans un poker ou comme dans un casino, puisque ce sont eux qui font le marché. Donc il faut savoir un peu comment eux ils interviennent, ce qu'on appelle le smart money, et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que je m'efforce à faire depuis maintenant 6 mois, à démocratiser les concepts, à vous aider à comprendre, d'accord? Il ne faut pas chercher à faire du gambling. Si c'est le cas, ben, je vous en prie, vous pouvez donc
allez voir ailleurs parce que ici, ce n'est pas, on fait pas du gambling. Voilà. Donc, je présume que vous avez pris connaissance de l'avertissement lié au risque. Alors, Weekly Market Fundamental Analysis numéro 21. Donc, je me suis trompé sur le numéro ici, c'est le numéro 21. Donc, du 3 juillet au 8, du 3 juillet au 8 juillet, voilà. Donc, toute cette semaine, ça prend en compte cette semaine. Donc, nous allons voir les informations que j'ai l'habitude de vous donner. Il n'y a pas grand chose, en fait, sur les marchés financiers. Surtout du côté du Canada, on a eu un week-end, le week-end de la fête du Canada. Donc, le Canada, maintenant, a fêté ses 151 ans d'indépendance. Et puis, le 4 juillet, on aura bien sûr ceux des États-Unis. Donc, les marchés, a priori, cette semaine, seront, disons, seront un peu calmes. Même si il y a quand même quelques grands mouvements sur l'or. On a perdu presque, voilà, on a perdu 10 $, hein, sur l'or hier. Donc, hier, lundi. Lundi qui est habituellement un jour où il n'y a pas vraiment d'opportunité. Ça peut arriver qu'on ait ce genre de mouvement. Donc, on a perdu 10 $ sur l'or. À quoi c'est dû? Ben, certainement à cause, disons, de la puissance et de la vigueur du dollar. Et avec les velléités qui circulent sur, bien sûr, la politique monétaire. Donc, je vous ai dit, hein, je vous avais déjà averti qu'on était rentré à court terme dans un cycle de resserrement monétaire aux États-Unis. Donc, ce genre de suspicion, ce genre de velléité fait en sorte que c'est anticipé. Hein, le marché price toujours la rumeur d'avance et vend la nouvelle à l'arrivée. Donc, les traders matières premières ont commencé à liquider leur position sur l'or. Voilà. Donc, ce qui a fait une chute à peu près de 10 $. Au-delà de ça, nous avons bien sûr l'actualité européenne. Donc, du côté de l'Europe, on a bien sûr la coalition CDU-CSU, donc de Madame Angela Merkel et avec son ministre de l'Intérieur, Horst Hofer, qui en fait se sont mis d'accord. Je ne sais pas si c'est un accord parce que ça n'a pas été précisé clairement, mais généralement ce sont des accords de principe en politique. Donc on peut dire qu'ils se sont mis d'accord sur un accord de principe, parce que quand je rédigeais cet article-là hier, c'était dans la nouvelle était déjà tombée dans la nuit, donc je n'avais pas vu. Donc je vous mets maintenant au courant que l'accord a été révisé, donc de manière positive. On ne sait pas encore les détails que contient cet accord, mais sinon, au niveau de la politique de migration au niveau de l'Allemagne, c'est une question qui divise ces deux camps-là. Donc du côté de Madame Merkel et du côté de Horst Hofer, donc qui est le ministre de l'Intérieur allemand, qui avait même énoncé qu'il allait démissionner si cet accord-là n'aboutissait pas à l'objectif donc de leur profonde remise en question. Et ça avait donc mis la pression à court terme sur l'euro. D'accord? Donc on a eu bien sûr, la nouvelle est tombée je crois à 17 h heure du Canada. Quand la nouvelle est tombée, on a eu un soulagement du côté de l'euro. Donc l'euro a rebondi sur des niveaux clés. Donc on a eu un rebond de court terme. On ne sait pas encore si ce rebond va continuer ou pas, mais quoi qu'il en soit, l'euro est bien sûr n'est pas en très belle posture, d'accord? Et puis bien sûr les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine jettent également en eau trouble les indices européens, notamment le DAX 30, donc le DAX 30 qui est en difficulté parce que vous avez vu récemment quand on a eu bien sûr le G7 ou bien le G7 plus 1 au Canada, ici à Québec, à Malbaie, vous avez vu que Madame Merkel était en profond désaccord. On a vu même l'image, cette fameuse image qui a fait le tour du monde maintenant avec le président américain Donald Trump qui était dans une posture d'altérité, qui était comme ça. Et puis Madame Merkel essayait de trouver raison avec lui parce que Monsieur Donald Trump, le président américain Donald Trump, bien sûr, a énoncé qu'il allait bien sûr taxer les voitures, donc les exportations. Donc du côté de l'Allemagne, ce sont les exportations. Du côté de l'États-Unis, ce sont les importations des voitures allemandes. Vous savez que l'Allemagne est un gros joueur du point de vue commercial sur les exportations de voitures, notamment avec Audi, Mercedes, BMW, d'accord, Porsche aussi. Donc, s'il décide de taxer à près de 25% sur tout ce qui est les produits eux-mêmes et
et tout ce qui est composite, vous savez, tout ce qui est utilisé pour fabriquer la voiture, l'Allemagne risque de prendre un gros coup. Sauf que l'Allemagne, son principal fournisseur et partenaire commercial, c'est-à-dire au moins à 50% dans ces échanges, c'est la Chine. Et la Chine est en désaccord avec aussi les États-Unis, vous comprenez? Donc c'est un trio qui est en difficulté. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que depuis le début de cette histoire de guerre commerciale, je me force à vous expliquer et je vous dis que je ne crois pas qu'il y ait une guerre commerciale. D'accord? Il n'y a pas de war trade comme les... Parce que vous savez que les journalistes utilisent des termes seulement pour faire peur, pour amener une certaine psychose sur le marché et pour mélanger tout le monde. Mais ceux qui sont les professionnels du marché, ceux qui analysent le marché correctement, savent qu'il ne peut pas y avoir de war trade. Il y a peut-être un bras de... Il y a un bras de fer commercial, mais il n'y a pas de guerre commerciale. Parce que quand on parle de guerre commerciale, ça veut dire que tous les pays ensemble, chacun se taxe. Hein, chacun met des sanctions commerciales sur les différents produits de chacun. Mais dans le cas de figure dans lequel nous sommes, il n'y a pas de war trade. Il y a juste un bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine, vous comprenez? Parce que les États-Unis se sont rendus compte, comme je vous avais montré les études de l'OMC que je vous ai montré dans les différentes émissions, se sont rendus compte que leur assiette productive va être déficitaire du point de vue de la balance commerciale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a deux secteurs qui permettent aux Américains de dégager de gros revenus. Il y a le secteur industriel, donc bien sûr avec le Dow Jones, d'accord, le secteur industriel qui compose bien sûr la construction, l'industrie pharmaceutique et puis bien sûr tout ce qui est grands travaux, donc infrastructure. Et puis il y a le secteur des biens et services, c'est-à-dire le secteur bancaire, assurance et tout ça, d'accord. Actuellement, il y a un déséquilibre sectoriel au niveau dans l'assiette productive des Américains. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut taxer. Peut-être que c'est de la manière dont le président américain fait qui est un petit peu sauvage, d'accord? Mais sinon, ce qu'il fait, ce n'est pas de la folie. C'est ce qu'il faut faire. Il y a toujours eu des droits de douane. En Europe, il y a toujours eu des droits de douane. C'est aujourd'hui que, comme c'est Donald Trump qui le fait, on trouve que, bon, il est fou. Peut-être que c'est la manière dont il le fait qui n'est pas bonne. Mais sinon, il y a toujours eu des droits de douane. Peut-être pas à cette même proportion, d'accord? Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est de l'esbrouf. Il n'y a jamais eu de war trade. C'est une communication, d'accord? Et il ne faut pas tomber dans ce piège, parce que si vous tombez dans ce piège, vous n'allez pas justement vous rendre compte de tout ce qui est aussi aux alentours qui peut faire bousculer les marchés, d'accord? Parce que avant tout, les marchés réagissent à partir des détails macroéconomiques, d'accord? C'est la macroéconomie, la finance qui fait bouger les marchés. Les faits politiques, ça peut intervenir, ça intervient, ça peut jouer son poids, mais avant tout, ce sont les détails macroéconomiques qui peuvent faire bouger les marchés. Maintenant, on a aussi la géopolitique qui est rentrée en ligne de compte qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être centré sur un point particulier. Donc, pour augmenter son assiette productive, les États-Unis ont décidé de taxer à hauteur de 25% sur les différentes importations des différents produits. Parce que les États-Unis se sont rendus compte que, en fait, ils sont mal en point parce qu'ils ne font que importer des produits chez eux. Et les produits ne sont pas assez vendus. À cause, bien sûr, du dollar qui était un petit peu fort dans la dernière période, avant que le président américain arrive au pouvoir. Donc, voilà pourquoi, lui, son but, c'est de maintenir le dollar très bas et aussi de taxer ces importations-là afin de rééquilibrer leur balance commerciale. Ce qui est simplement normal. Maintenant, c'est la manière dont il le fait qui est un peu à discuter, vous comprenez? Vous avez vu les chiffres de l'OMC, la différence, le différentiel entre les exportations chinoises et les exportations américaines, mais c'était tout complètement fou. Et les Américains ont à peu près environ 6 à 8%, je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est aux alentours de 6 à 8% d'exportation, tandis que les Chinois en ont 44%, seulement pour un trimestre, vous comprenez? Et puis au niveau des importations, on retrouve les Américains qui sont à peu près à 34% et les Chinois qui sont à peu près à 4%, vous comprenez? Donc ça montre en fait le déséquilibre commercial qu'il y a entre ces deux pays. Voilà pourquoi ils ne font que voilà, on va dire, se chamailler commercialement, mais sinon il n'y a rien. Le président américain met des menaces sur
qui va taxer toutes les importations de voitures, aluminium, acier. Ça, ce sont des stratégies, ce sont c'est du bras de fer. C'est pour montrer la puissance, pour montrer qu'on est fort et qu'on peut aller loin. Mais moi, je ne crois pas à ça. Ne tombe pas dans ce piège, c'est de l'esbrouf. Je ne crois pas à ça. Il ne peut pas aller aussi loin parce que lui-même aussi, il a les pieds mêlés avec la Chine. Vous comprenez? Vous savez que la Chine détient un panier de devises, hein, en termes de change et aussi en termes d'obligataires des Américains. Ils sont fortement dépendants des Américains. Les Américains aussi sont fortement dépendants des Chinois, d'accord? Les deux sont, ils ont les mains liées. Donc, ils ne peuvent pas aller ils peuvent pas aller fort. Si vous remarquez, quand le président américain parle de taxer le secteur de la métallurgie, donc l'aluminium, le fer et puis l'acier, eux, ils parlent de taxer le secteur de la nourriture, des denrées alimentaires, c'est-à-dire le soya, le porc, les bœufs, vous comprenez? Donc, c'est juste pour chacun s'envoie des flèches juste pour montrer que je suis là, je peux te faire du mal, donc attention, c'est tout simplement ça, c'est de la communication politique, d'accord? À ce sujet, donc, on est là-dessus. Il n'y a pas vraiment eu de nouvelles majeures en tout cas. Donc, le président américain, il se bat pour ça. Il y a des élections aussi de mi-mandat qui arrivent. Donc, il essaie de se montrer fort. Et puis, le secteur bancaire, le secteur des assurances, qui jusqu'à présent a toujours tiré les marchés vers le haut, se retrouve à des niveaux de record en termes de, disons, en termes de production, en termes de croissance, tout ça en termes de fluctuation et évolution de ces cours. On est arrivé sur des niveaux de 2008, d'accord, les niveaux de la récente crise des subprimes qui s'est passée, vous comprenez? Sachant que la crise des subprimes, c'est juste un petit détail qui a fait écrouler les marchés, puisque les marchés sont systémiques de façon générale. Donc, il faut faire attention. Nous savons que déjà, on se prépare à avoir ce qu'on appelait la vague 5, d'accord, la vague 5, nous sommes dans la vague 4, on attend la vague 5 de correction, la vague 5 qui est en général dans le décompte héliotiste, donc dans le décompte cyclique héliotiste, ceux qui pratiquent la théorie d'Elliott, ils savent de quoi je parle. De manière technique, on s'attend à une correction majeure des indices au moins de l'ordre de 25%, d'accord? Ce sera une correction, ce ne sera pas la crise financière, d'accord? Faut pas aussi non plus être stupéfait. Mais on peut y avoir des dernières impulsions pour aller retester les niveaux plus hauts, comme sur le Nasdaq, comme sur le S&P. On peut avoir encore un dernier, on va dire le dernier boost final, avant maintenant le retrait de ces indices-là. Ça va dépendre. Et on peut aussi également casser directement les supports que je vous avais montré sur ma page avec l'indice Bloomberg de la décapitalisation boursière. Si on casse ce support-là qu'on est en train de tester, on peut bien sûr voir les marchés corriger sévèrement. Donc, de manière générale, on peut dire que les indices financiers, les indices boursiers, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ils sont plus ou moins en demi-teinte, d'accord? On est plus ou moins dans l'incertitude, d'accord? Même si on peut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, des différentes progressions, mais on est toujours dans l'incertitude. Et puis ça va faire profiter justement les indices des marchés émergents, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, quand on parle du BRICS dans le fond. Ça peut faire en fait justement progresser ces indices-là, parce que quand on va voir, si on a bien sûr les différentes menaces commerciales qui sont mises en place, si on les met à exécution, on peut avoir ce qu'on appelle une relocalisation des facteurs de production, d'accord? J'ai pas dit délocalisation, c'est différent. Quand on parle de délocalisation, c'est-à-dire on ferme des usines, on ferme des places de capitaux pour les emmener ailleurs. Mais quand on parle de relocalisation, c'est-à-dire qu'on laisse toujours ces facteurs de production en place, mais c'est juste son circuit, son flux de circulation qui est plutôt redirigé ailleurs. C'est-à-dire qu'on va ramener les flux d'investissement de capitaux, les flux d'investissement en termes de liquidité dans les pays en fait qui sont les pays émergents, ce qui va créer bien sûr un boost pour ces pays-là, puisqu'il faut embaucher des gens pour faire ce type de transactions. Donc ça va demander la main d'œuvre massive, et ça peut donc justement tirer les BRICS ou bien les pays émergents vers le haut. Donc si on va dire s'il y a un déséquilibre commercial au niveau
de l'Occident, au niveau des pays forts, des pays riches, et qu'on a une relocalisation de manière typiquement économique, on peut avoir bien sûr une progression des indices émergents parce qu'elles vont profiter bien sûr non seulement des flux d'investissement, elles vont profiter également du capital qui sera mis en place pour produire ces biens-là qui vont être bien sûr réacheminés sur les différentes, au niveau des différents pays, des pays riches comme on dit, des pays industrialisés, vous comprenez? Donc c'est ça, donc délocalisation versus relocalisation, voilà. Donc après ça, bon, vous avez ces informations qui sont là à votre disposition, que vous pouvez à tout moment revoir. Donc la Fed qui est rentrée dans un cycle de politique restrictive à court terme, donc je vous avais déjà dit. Donc c'est ça qui justement qui est pricé sur les marchés, notamment sur le marché de l'or. On va avoir bientôt une réunion, un meeting pour le 26 septembre prochain pour voir si la Fed va bien sûr continuer encore à augmenter encore les taux d'intérêt, puisqu'elle avait revu sa décision dans le courant des derniers mois en disant au départ c'était augmenter peut-être les taux d'intérêt 3 à 4 fois cette année. Après, elle est descendue de 2 à 3 fois. Là, après, elle est revenue encore de 3 à 4 fois. Donc, ça devient de plus en plus imminent qu'on puisse au moins augmenter les taux d'intérêt cette année au moins de 3 fois, voire 4 fois. Donc, à suivre ça avec attention. Alors, pour finir cette émission, rapidement, donc sur le Forex, vous savez que le dollar actuellement, il est très attractif à cause pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Le LSD et le AUD sont plutôt plus ou moins délaissés, d'accord? Et puis, ce qu'il faut retenir de cette dernière partie, c'est qu'au niveau du pétrole, on a eu bien sûr le président Trump qui a fait aussi un tweet le samedi passé, comme quoi il avait trouvé un accord de gel de production de 1 million de plus, donc au total de 2 millions, puisqu'au départ c'était 1 million de gel de production de barils du pétrole, maintenant c'est de 2 millions. Il a trouvé l'accord avec le sultan de l'Arabie Saoudite, d'accord? Cette nouvelle, bien sûr, n'a pas fait trop effet sur les marchés financiers, puisqu'on attend aussi d'autres détails pour voir qu'est-ce qui va se passer, puisque le marché est habitué maintenant à ces coups, aux tweets de Donald Trump. S'il ne faisait jamais de tweet, ça allait avoir un boom, d'accord? Maintenant, on veut voir où est-ce qu'il est capable d'aller, parce qu'il a tellement habitué le marché à cette brutalité-là, donc au niveau des news, que on veut toujours savoir s'il y a du pire. Donc, le marché n'a pas tellement réagi, puisque tout le monde est attentiste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils augmentent de manière générale, lorsqu'ils augmentent la production à geler, d'accord, ça veut dire que les différents décomptes de forage qui sont actuellement là, si les décomptes restent toujours pareils, d'accord, les prix du pétrole, le prix du pétrole va bien sûr chuter. Par contre, si on ferme les plateformes de forage pétrolières, c'est-à-dire où on fait l'exploration du pétrole, là, on peut avoir toujours le prix qui sera maintenu sur les plateformes, voire même, disons, progresser. Parce que quand le prix du pétrole est relativement à un bon prix sur les marchés financiers, il y a certains pays qui veulent justement augmenter les productions à travers les forages pétroliers pour pouvoir vendre le plus. Donc ça, c'est purement économique, hein, prix fois quantité. Donc si on augmente, le prix augmente, que vous augmentez également votre quantité, vous faites deux fois plus de profit, d'accord? Donc c'est la même chose qui se passe également sur les marchés financiers. C'est ce qui se traduit justement dans la demande mondiale du baril, d'accord, la demande brute du baril. Donc c'est pour ça que les gens sont attentistes et on va voir bien sûr le prochain décompte qui va sortir ce vendredi au niveau du Baker Hughes rig, donc c'est-à-dire l'indicateur macroéconomique qui sert de décompte des plateformes de forage. On verra si les plateformes de forage, les puits, ont diminué ou augmenté ou sont restés stables. En fonction de là, je crois que c'est à partir de cette période-là qu'on verra si le pétrole va chuter ou pas, d'accord? Et sinon, à part ça aussi, on peut avoir un catalyseur géopolitique qui va rentrer dans le fil de l'actualité pour savoir si ça peut faire bouger les marchés ou pas. Donc, restez attentifs sur le pétrole. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, le reste, vous l'avez devant à votre écran. Et je vous remercie infiniment de suivre cette émission de synthèse géopolitique, macroéconomique
et aussi du point de vue aussi politique, hein, parce que tout ça c'est entremêlé, ça joue un rôle sur les actifs que nous suivons. Alors portez-vous bien, et donc c'est un plaisir pour moi de présenter cette émission. Si vous avez bien sûr des commentaires, n'hésitez pas à le faire savoir, likez-la, partagez-la massivement, abonnez-vous aux chaînes YouTube, à la chaîne YouTube Global Structured Academy, GSTA, ou aussi la page Facebook, donc maintenant qui compte plus de 250 personnes qui nous suivent, ce qui est relativement gratifiant. Je vous demande de continuer encore, et puis n'oubliez pas aussi de laisser votre avis et un commentaire dans la section Reviews de Facebook pour m'aider à améliorer la qualité et le contenu de ces émissions que je mets à votre disposition. Donc portez-vous bien, c'était François Ablé du GSTA Canada. Il est maintenant 7h15 et merci, au revoir. Voilà.